Bonjour à tous, ce samedi, la voie est libre, mais le nez dans vos poubelles, avec un œil sur le tri sélectif et l'autre sur le recyclage des déchets sur nos 3 départements. Dans les Alpes, toutes sortes d'initiatives incitent les citoyens à devenir un peu plus éco-responsables. Nous en verrons quelques-unes et nous essaierons d'imaginer comment aller plus loin pour être encore plus vert dans l'âme. Autour de moi, 4 invités que je vous présente tout de suite. Nicolas Perrin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable du tri à la métro, donc à Grenoble. Philippe Guachel, notre serial trieur, animateur d'un site respectplanète.com. Vous, c'est l'action. On verra ça en détail tout à l'heure. Olivier Mallet, bonjour. Vous êtes écosystème, hein, Haute-Savoie. On expliquera ce qu'est cet organisme chargé de la collecte et du recyclage des déchets électriques et électroniques. Et enfin, Super Tri, comédien, connu en tout cas dans tout l'Isère, sinon plus loin, super-héros du tri dans l'agglomération de Grenoble. Je vous invite tous, en tout cas qui nous regardez, à réagir également à cette émission sur Twitter en tapant hashtag LVEL. Voilà pour le préambule principal. Alors maintenant, une question. Sommes-nous tous trieurs dans l'âme? C'est pas forcément sûr. Les campagnes de communication sont nombreuses depuis une dizaine d'années et elles font tout pour nous sensibiliser au tri des déchets ménagers et autres. Alors voici quelques réflexions d'habitants de la ville de Grenoble que nous avons capturées il y a quelques jours. Écoutez et on se retrouve juste après. Est-ce que vous faites le tri sélectif chez vous? Je le fais, oui. J'essaie de faire le mieux possible, quoi. Je sais pas. Alors c'est quoi le mieux possible pour vous? C'est-à-dire que tout ce qui est plastique, je mets d'un côté, là, je pense, hein. Boîte de conserve, je jette pas. Enfin, je le mets dans les poubelles vertes. Je pense que c'est bon. Je sais pas, moi. Je sais que par exemple les déchets, tout ce qui est organique, enfin tout ce qui nous sort de ce qu'on a mangé, faut bien fermer le sac, voyez par exemple. Faut pas mettre directement. Et puis pas mettre de plastique dans la poubelle où il y a des cartons et voilà. Si vous faites le tri chez vous? Oui, comme le plus possible, hein, mais c'est pas pratique, toujours pas aussi pratique que ça en fait. Tout ce qui est papier, carton, boîte de conserve, je le mets à part et on a 2 poubelles, donc une poubelle pour les déchets ménagers, une poubelle pour le tri. Et vous, est-ce que vous le faites? Pas tellement. Pourquoi, madame? Par paresse. Je trie mes poubelles et j'ai mon bac à verre juste à côté là. Est-ce que dans votre quartier, ça semble respecté ou il y en a qui passent complètement à côté? En général, dans le quartier, ça se passe bien. Souvent, on veut bien le faire, mais quand on ne sait pas quel tri, quel déchet il faut déposer, dans quelle couleur, dans quel bac, si c'est le vert ou le gris, et ça crée une perturbation. On n'a pas forcément une poubelle appropriée sous la main. On n'a pas forcément toujours le bon réflexe non plus? Aussi. Un peu de flemme? Ouais, ça peut arriver. Voilà, ce qu'on peut retenir de ce micro-sondage, qu'on appelle plutôt un micro-trottoir dans notre jargon, c'est que globalement les gens sont sensibles à tous ces phénomènes de tri, mais que parfois, soit on se laisse un peu aller, soit c'est compliqué, donc on va décrypter tout ça. Vous-même, Nicolas Perrin, en tant que responsable du tri à la métro, vous êtes éco-citoyen jusqu'au bout des ongles? À quel point? Oui, je suis éco-citoyen parce que déjà j'ai un engagement professionnel dans ce domaine-là, puis c'est une volonté de vouloir préserver les ressources naturelles. Et vous faites le tri vous-même, consciencieusement, les déchets d'un côté, le verre de l'autre? Naturellement, oui. Philippe Guachel, on n'imagine pas une seconde que vous n'êtes pas éco-citoyen. Vous faites le tri vous aussi, Philippe? Alors, bien sûr, c'est une obsession, même chez moi. La notion de base, à mon avis, c'est la responsabilité qu'on a envers les générations futures. Et on ne parle pas de droit, là, parce qu'on parle de droit, mais aussi il faut considérer qu'on a une responsabilité envers les jeunes et comprendre qu'ils devront gérer tous nos actes d'aujourd'hui, en bien comme en mal d'ailleurs. Monsieur Mallet, écosystème, forcément vous aussi vous triez les épluchures d'un côté, le verre de l'autre, consciencieusement? Bien sûr, ouais, mais en plus, par vocation professionnelle dans ce milieu-là, c'est un réflexe qu'on essaye d'adopter de plus en plus systématiquement chez soi. Sans jamais faire d'erreur, ça vous arrive pas parfois de dire tiens ce papier-là je le laisse, tant pis? En toute humilité, je crois qu'il faut reconnaître que de temps en temps on se pose des questions sur certaines subtilités de tri et effectivement c'est une des voies d'amélioration de toutes les filières, je pense, pas uniquement celle que je représente. Et vous, Super Tri? Ah bah maintenant, ouais. Depuis que j'ai la vocation, bien sûr, mais avant je le faisais pas. Avant je le faisais pas et j'ai appris à le faire. Et maintenant, c'est ma mission, c'est d'apprendre aux autres. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre profession finalement? Par exemple, Philippe, qu'est-ce qui vous a motivé vous? Il y a eu un déclenchement dans la vie, un moment, tiens aujourd'hui j'agis, j'en peux plus, j'agis. Oui, j'ai été sensibilisé à l'environnement tout petit. J'ai toujours nettoyé des sites
où j'évoluais tout petit, les stades de foot, le pied des falaises d'escalade, les pistes de ski. Et l'observation en fait, du monde dans lequel on vit amène à croire que les politiques aujourd'hui menées sont suicidaires. Et ce sont sur le modèle unique de la croissance et du développement, les banques et les multinationales dictent leur politique aux États. Et je pense qu'on va laisser à nos enfants un tas de cendres en héritage. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Les activités sportives que je mène m'amènent dans toutes sortes de sites et il n'y en a aucun qui soit épargné par la pollution. Aucun site. Et l'homme que ce soit en montagne, que ce soit sur les plus grands sommets, que ce soit sous terre, dans les plus profondes cavités, ou même sous l'eau, il y a toujours du déchet à collecter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vraiment un engagement passionnel. C'est surtout, voilà, je veux pouvoir me retourner en disant, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, on reviendra tout à l'heure en image sur ce que vous avez découvert dans la nature. Monsieur Perrin, vous aussi, l'engagement, pourquoi être devenu tout d'un coup responsable du tri à la métro de Grenoble ? Je pense que c'est une volonté personnelle d'agir sur cette thématique-là, de pouvoir aider et donner des pistes pour améliorer le geste du tri auprès des habitants. Voilà. Et Monsieur Mallet, vous, comment arriver dans cette structure écosystème ? C'est aussi militant ? Pas uniquement militant, c'est aussi un choix raisonné, déjà une vocation à travailler pour l'intérêt général. Et puis la deuxième chose, effectivement, comme l'a signalé M. Goetschel, j'ai pris conscience il y a quelques années, comme beaucoup des citoyens, qu'on vit dans un monde où les ressources sont finies et que notre modèle de consommation va très vite atteindre ses limites et qu'aujourd'hui, il va falloir trouver de nouvelles pistes et les pistes de recyclage en font partie et donc la limite, avant de parler de déchets, le meilleur moyen de le limiter, c'est de ne pas le produire. Donc notre mode de consommation aussi. Oui, il faut monter en amont de tout ça. Exactement. Alors l'agglomération d'Annecy, elle, est en test pour une future campagne nationale pour le recyclage du verre. L'objectif à terme, c'est d'atteindre les 75% de recyclage comme l'avait fixé le Grenelle de l'environnement. Une campagne qui commence par un habillage des conteneurs, de certains conteneurs de la ville aux couleurs d'un certain Monsieur Papillon. Regardez. La moustache et l'œil vif de Monsieur Papillon pour une campagne test de recyclage du verre. 10% des conteneurs de l'agglomération d'Annecy seront habillés ainsi. Objectif à terme, passer de 37 à 38 kilos de verre récoltés par habitant. Des habitants pas toujours faciles à convaincre. La tranche la plus difficile aujourd'hui à sensibiliser, c'est les étudiants, les 20-25 ans. Ils sont encore dans leur logique de consommation, ils ont du mal à passer au geste de tri. Mais dans 10 ans, nos jeunes qu'on sensibilise aujourd'hui vont devenir étudiants et on espère bien que cette génération-là, du coup, sera trieuse. La guerre du tri ne connaît pas de trêve. Un double combat qui se joue dans les immeubles des villes comme dans les villages alentours, moins bien servis en colonnes de collecte. Il ne faut pas que les gens aient une colonne à plus de 200-300 mètres de chez eux, sinon après ça devient dissuasif pour déposer. Donc là, c'est une négociation de tous les jours, quotidienne, avec les communes pour trouver des nouveaux emplacements, pour accompagner l'urbanisation aussi, là où elle se fait, et mettre à proximité, en tout cas le plus près possible, ces conteneurs de tri. Pour convaincre la population, des ambassadeurs du tri battent la campagne et expliquent. Les objets recyclables, le papier, le plastique, le verre bien sûr, tout est détaillé et accompagné de messages simples. La pédagogie, c'est l'art de la répétition et de la persuasion. Les questions, c'est sur le plastique. Qu'est-ce qui se trie comme plastique ? Voilà, donc on explique bien que c'est que les bouteilles et les flacons. Les gens nous demandent souvent aussi ce que deviennent les déchets qui sont déposés dans les conteneurs. Donc voilà, on leur explique qu'ils sont triés au centre de tri à Villy-le-Pelloux et ensuite ils partent en filière de recyclage. Au terme de cette campagne, Annecy espère convaincre et faire des économies. Un mauvais tri se répercute sur la feuille d'impôt des contribuables. Un argument imparable de nos jours. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Voilà, qu'est-ce qu'on attend en effet pour recycler ? Alors le verre, c'est le premier déchet entre guillemets qu'on a cherché à recycler à grande échelle, en France, en Europe, un peu partout. Qu'est-ce que c'est la particularité du verre ? C'est d'abord parce qu'il est recyclable à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Perrin ? Pour revenir sur le verre, c'est vrai que c'est, comme vous l'avez évoqué, un matériau qui est trié depuis très très longtemps parce qu'il y avait la notion de consigne à l'époque. On rapportait sa bouteille et on avait en échange un peu d'argent. C'est aussi, comme vous l'avez dit, un matériau qui est recyclable à l'infini et 100% recyclable. Pour vous donner une idée, à Grenoble, on capte à peu près 6 bouteilles sur 10
dans nos colonnes à verre d'apport volontaire. Donc pour nous, l'enjeu maintenant, c'est d'aller grappiller ces quatre bouteilles qui sont encore dans la poubelle grise. Et pour ça, l'effort qui est un peu à mener, les gens ont bien compris d'amener les grosses bouteilles, les gros contenants. Par contre, tout ce qui est bocaux, pots de yaourt, souvent ces petits bocaux. On ne sait pas quoi faire souvent aussi des capuchons, tout simplement des bouchons. On ne sait pas trop s'il faut les mettre avec ou les isoler. Alors généralement, les capuchons, il faut les isoler, les mettre dans la poubelle grise. Mais ces petits bocaux, vraiment, eux, ont leur place dans les colonnes à verre. Vous pensez qu'on arrivera à ces fameux 75% rapidement sur le verre ou est-ce qu'on peut même aller au-delà ? Je pense qu'on pourra arriver au-delà parce qu'au niveau national, actuellement, on capte 67% des emballages. 67% des emballages sont recyclés. Donc arriver au cap des 75% du Grenelle, l'ensemble des habitants, ils sont capables. Et ce qu'on a fait avec le verre peut devenir le fer de lance pour les autres déchets parce que le verre, c'est relativement simple. Le verre, c'est le verre dans la bonne poêle. Après, quand on commence à multiplier les déchets, c'est plus compliqué. Est-ce que le verre va servir d'exemple ? Oui, parce que globalement, on fait beaucoup d'animations, nous, notamment par les messagers du tri dans les classes. Et on parle du verre, mais on parle aussi beaucoup des emballages ménagers classiques, les bouteilles, les flaconnages plastiques, les journaux magazines, les boîtes de conserve. C'est petit à petit qu'on arrive à toucher les gens, et notamment par les cibles, comme évoquait la personne d'Annecy, les cibles plutôt jeunes publics. Alors, vous avez vu tout à l'heure Monsieur Papillon, donc qui est une campagne à l'échelle nationale qui commence à baigner un peu toute la France. Vous, à Grenoble, vous avez inventé, il y a quelques années, Supertri. On regarde et on le retrouve juste après. Hey! J'allais pas manquer ça, moi! Hey! Regarde-moi ça là-dedans. Du papier, c'est bien! Mais les bouteilles en plastique, non! On a dit papier, carton, sans sac. Il faut aller leur expliquer, viens avec moi. Attention, c'est pas ta faute, mais il faut que tu fasses passer le message aux autres. T'as mis des photos de moi dans le couloir et tu veux pas faire le tri, montre-moi ta poubelle. Montre-moi ta poubelle. Rien à ça. Je suis dépité, je suis désespéré. Dans la poubelle bleue, tous les papiers, les cartons. C'est quand même pas compliqué. Comme ça, tu me vois tous les jours et tu penses à moi et tu le fais. Oh, laissez-moi tranquille. Mais tu mets le téléphone à la poubelle. Ça devient vraiment n'importe quoi. Il y a du boulot. Et Supertri est avec nous. Alors, j'allais pas manquer ça. Non, vous n'allez pas manquer ça. Comment vous êtes-vous retrouvé dans la peau de ce Supertri ? Eh ben, on est venu me chercher. Tout simplement, on est venu me chercher. La métro, ils ont eu une super idée pour arriver à communiquer sur le sujet. Ils ont inventé un super-héros et je suis là, j'arrive. Alors, comment ça se passe au quotidien ? Là, ce sont des petits enregistrements, vous rencontrez des gens. Mais comment vous êtes perçu en général par les gens ? Il y en a qui vous jettent les canettes vides ? Ah non, alors absolument pas. Tout le monde m'adore, tout le monde m'adore. Non, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Au début, on pouvait se poser la question. Eh ben non, vraiment tout le monde est à fond sur le personnage. Ceux qui trient pas, ceux qui sont concernés, ceux qui en ont rien à foutre. La formule magique, c'est des mots simples, des images fortes et des mots simples ? Alors des images fortes et des mots simples, oui, mais le tout premier point, c'est quand même la déconne. Enfin, je veux dire, l'humour. Exactement. On a eu plein de campagnes partout en France. On voit des trucs très pédagogiques, didactiques. On t'explique, c'est pas bien, il faut pas faire comme ça. Pour une fois, on rigole. Et ben le message, il rentre. Et on le voit. Alors, tu parlais tout à l'heure des jeunes et tout ça. Et ben Grenoble, moi, je peux pas me déplacer comme ça sans me faire harceler tous les 5 mètres. Franchement, c'est pas discret non plus. Ben oui, c'est pas discret. Mais du coup, ils voient Supertri. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils voient sur la poubelle à verre ? Ah bah tiens, c'est l'énergumène qu'on a vu l'autre jour dans la rue. Hop, ils voient pareil sur le prospectus dans la boîte aux lettres. Et au fur et à mesure, et ben ça rentre. La cible à l'origine, c'est les jeunes et les enfants, a priori, si on a choisi ce super-héros, parce que vous êtes un super-héros, on peut dire ça comme ça. C'est sûr que les mamies sont un peu moins sensibles à mon charme. Vous les effrayez ? Non, ça va. Elles aiment bien quand même. Pourquoi ce masque ? Pourquoi ce masque ? Parce que je suis tout le monde. Parce que je suis tout le monde. Supertri, ça peut être toi, ça peut être toi. Il faut que tout le monde explique le message. Moi, le jour où tout le monde saura expliquer mon message, je raccroche ma cape et c'est fini. Alors, Supertri, Monsieur Perrin, c'est quelqu'un qu'on vous envie. À Annecy, on nous a confié que Supertri, c'était une super idée. Mais quand arrive Monsieur Papillon, par exemple, qui va faire une campagne nationale, il n'y a pas un conflit d'intérêts entre les deux, entre Supertri et Monsieur Papillon et sa belle moustache ? Au contraire, c'est complémentaire. Ça ne va pas embrouiller les messages. Non, je pense pas. Monsieur Papillon travaille sur les emballages, alors que Supertri travaille, lui, sur les emballages, mais sur plein d'autres déchets. Il va parler aussi des déchets dangereux, il va parler aussi du compostage, il va parler d'autres formes de tri. Et pour ça, je pense que c'est une action complémentaire.
Ça a un coût, la communication, pour inciter les gens à faire le tri. Ça a un coût important pour la métro notamment. Ça représente 0,8% du budget en fonctionnement du service déchets. Donc ça reste une somme raisonnable par rapport aux résultats qu'on a pu obtenir. Notamment, nous, nos objectifs, c'était d'améliorer la qualité du tri. Et grâce à Supertri, on a gagné plus de 5% de qualité du tri dans les poubelles vertes. Et parallèlement, on a pu augmenter nos gisements de tri extraits au centre de tri. Plus de 3000 tonnes collectées. Et ça, c'est considérable. C'est très important. Cette idée de Supertri, elle est venue comment ? Elle est venue d'un travail collégial avec notre service communication et service déchets sur, en gros, on était une agglomération pionnière, on avait mis en place le tri en 92. On s'était un peu essoufflé globalement parce qu'on avait une qualité du tri médiocre et parallèlement on avait une communication très institutionnelle et il fallait, comme l'a dit Supertri, un peu remuer tout ça et c'est de là que ça a phosphoré cette idée-là. Alors, on l'a entendu dans le reportage d'avant, les adolescents semblent une cible difficile à captiver, à sensibiliser. Vous le ressentez aussi, vous, sur l'agglomération de Grenoble ? Sur les jeunes adultes et étudiants, on voit qu'il y a parfois un décalage entre la volonté de trier et le geste final, comme l'évoquait la collègue d'Annecy. Malgré tout, on voit que quand on amène Supertri avec nous dans les animations scolaires, dans les collèges, etc., ça fait son effet et ça dynamise aussi une action auprès des parents qui peuvent pas obligatoirement toujours trier. Vous imaginez aller encore plus loin avec lui, avec ce Supertri ? Vas-y, réponds. Oui, je pense que c'est en avant-première, on va relancer une nouvelle campagne de Supertri en septembre, donc je ne vous en dis pas plus. Mais... Il y a encore du boulot pour que tout le monde se mette à trier, alors on va leur donner un coup de locomotive. C'est aussi Internet qui vous a propulsé, parce que du coup, comme on dit, ça a fait le buzz tout de suite, cette histoire. Non ? Ah mais complètement, et c'est ça qui a fonctionné, c'est que le fait d'arriver comme ça et de faire l'idiot devant tout le monde, les gens en plus à Grenoble, il y a un Grenoblois qui passe sur toutes les chaînes nationales, c'est génial et tout, ils étaient super fiers. Et après, voilà, du coup, il y avait le personnage qui était installé et c'est parti, tout le monde se met à trier. D'un quartier à l'autre, il y a par exemple à Grenoble, encore Monsieur Perrin, il y a des quartiers plus difficiles à convaincre que d'autres dans l'agglomération, ou les villages aussi notamment. C'est plus compliqué pour gérer les villages alentours. Je pense qu'il est vrai qu'on a des performances de tri en termes de qualité et de quantité qui sont différentes parce que ce n'est pas obligatoirement les mêmes priorités pour tout le monde. Donc pour cela, on essaye de mener des actions adaptées à chaque quartier. Ça peut être du porte-à-porte par les messagers du tri, ça peut être la distribution de brochures en boîte aux lettres, ça peut être des animations scolaires. Donc à chaque cas, une action de communication adaptée. On va revenir maintenant sur une autre initiative, celle de Philippe Guatchel, je disais serial trieur. Alors on va regarder les images cette fois. Tout d'abord les images dans le lac du Bourget, c'était il y a quelques temps. Vous y retournez d'ailleurs, je crois, régulièrement. Le constat, il est effrayant, Philippe ? Le constat, il est consternant, que ce soit en montagne, que ce soit sur tous les sites de tourisme. En fait, les sites sont pollués et dans le lac du Bourget, c'est d'autant plus grave qu'on ne le voit pas. Donc on a tendance à considérer qu'il n'y a pas de déchets. Et donc à partir du moment où il est assez rare, les plongeurs sont quand même une corporation très sensible. Donc je n'ai eu aucun mal à trouver des équipiers pour faire des missions de recherche de déchets, de renflouement de déchets. Et est-ce que vous allez plus loin en cherchant qui jette ces déchets ou est-ce que ce n'est pas votre propos ? Votre propos, c'est simplement de débarrasser les milieux naturels des déchets. Voilà, je ne me pose pas de questions. Pendant longtemps, évidemment, je collectais les déchets, mais un peu honteusement. J'ai passé ce cap-là, le cap du déchet repoussant. L'enjeu est trop important, donc voilà, j'agis sans me poser de questions aujourd'hui. Je grimpe, je plonge, je descends dans les gouffres, j'en sors à chaque fois quelque chose. Il y a 2 jours, on était dans les Pyrénées, sur le cirque de Gavarnie. On a encore fait une petite opération avec un accompagnateur de moyenne montagne qui fait partie de mon équipe, là-bas. Voilà, on a sorti, pourtant c'est un site UNESCO, on a sorti 10 kilos de déchets en l'espace d'1 quart d'heure. Donc vous voyez, des déchets, il y en a vraiment beaucoup. Là aussi récemment sur le GR 96 en Haute-Savoie. Absolument, c'est des sites. Alors mon petit défi sportif, c'est d'aller à des endroits où c'est pas facile. Je sais qu'il y a des ONG qui nettoient, et on peut les remercier depuis très longtemps, en bordure de cours d'eau ou en bordure de lac ou le long des routes. Moi, mon petit défi, c'est d'aller là où c'est difficile. C'est-à-dire,
là où c'est profond, là où c'est haut, là où c'est lourd, là où c'est difficile à extraire. Et comment vous fonctionnez? C'est sur votre temps propre, vous avez du financement ou c'est totalement bénévole tout ça? Alors pour l'instant, c'est totalement bénévole, je ne suis même pas structuré en association, j'ai longtemps travaillé tout seul, mais aujourd'hui petit à petit j'arrive à trouver des gens qui marchent avec moi et qui sont compétents en plus. Le club de plongée du GSRL de Chambéry, c'est mon équipe de base. Pour la montagne, c'est la compagnie Altavia Guide qui est du côté de Chamonix. Et puis, il y a aussi le bureau des guides du Vercors pour toutes les opérations spéléo. Oui, la spéléo qui est aussi... alors malheureusement, ça veut dire aussi que la spéléo, si les sites sont un peu salis, ce sont les pratiquants qui laissent des saloperies. Absolument, les alpinistes laissent des saloperies, les spéléos laissent des saloperies. Voilà, on peut comprendre aussi qu'à un moment donné, peut-être qu'ils en ont eu, ils n'avaient pas le choix. Quand le Gouffre Berger par exemple a demandé une vingtaine d'années d'exploration et les gens descendaient du matériel pour la semaine suivante pour pouvoir profiter, explorer le réseau et pouvoir aboutir au record que le Gouffre Berger a eu un certain temps, c'est-à-dire moins 1122 mètres. On peut comprendre qu'épuisé à la fin, le matériel, il n'a pas voulu le remonter, il y a quand même une tonne. Donc moi mon idée c'est de dire voilà, gloire aux anciens pour nous avoir montré l'itinéraire jusqu'au fond. À nous maintenant de rendre au site la pureté qu'il aurait dû garder, de manière à ce que les spéléos futurs puissent se retrouver dans un site vierge, comme au premier jour. Ça représente combien de tonnes à peu près ce que vous ramassez sur une année ou ce que vous avez ramassé jusque-là? C'est variable, ça va de quelques centaines de kilos sur un sentier, ça peut aller à 1 tonne au Gouffre Berger, ça peut aller à 80 tonnes et 100 mètres cubes de déchets sur un site en montagne, vous l'évoquiez à un instant. On peut remercier d'ailleurs la commune de Maglan, sur laquelle se trouve le gisement de déchets, qui nous a réservé un bon accueil et qui a envie de participer avec nous au nettoyage de ce site. Donc finalement, petit à petit, vous aimeriez faire prendre conscience encore aux communes sur lesquelles ces sites pollués sont installés, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut bouger. Absolument, voilà, la nature n'est pas une poubelle. Et puis c'est un terrain de jeu à certaines conditions, voilà. C'est l'héritage de nos enfants et il faut qu'on leur rende en état. Voilà. On nous a appris enfants qu'il fallait qu'on répare ce qu'on casse. Voilà. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a cassé, aujourd'hui, il faut réparer. Vous avez l'appui de Supertri. Complètement. Vous trouvez des frigos, des ordinateurs, des cochonneries comme ça aussi au fond de l'eau ou en montagne? Absolument de tout. Oui, du déchet, du simple papier d'emballage alimentaire à la voiture, à l'automobile. À la voiture, oui. Parce que justement, on va maintenant aborder le thème des fameux déchets un peu sensibles avec Olivier Mallet. Ce sont les DEEE. Alors vous allez nous expliquer, ce sont les déchets électroniques et électriques. En gros, c'est tout ce qu'on a chez nous. Alors, juste pour compléter, le dernier E, c'est les déchets d'équipement électrique et électronique pour être complet. Effectivement, pour faire simple, puisque je crois que la communication, ça passe aussi par des discours simples, on vise ici tous les appareils à alimentation électrique, qu'il s'agisse d'une alimentation batterie, secteur ou pile. Donc, je caricature souvent le propos, mais je crois qu'il est assez complet en disant que ça va de la brosse à dents électrique jusqu'au gros congélateur, en passant par une peluche possédant une pile. Alors vous représentez Écosystème, on va expliquer un peu plus ce que c'est. Écosystème, c'est un organisme agréé par l'État pour justement organiser la collecte et le recyclage. Comment vous fonctionnez avec les producteurs, avec les distributeurs? Oui, sans rentrer dans des considérations juridiques trop longues, c'est l'Europe qui a poussé la France à mettre en place cette filière et les producteurs, notamment mettant des appareils potentiellement polluants sur notre marché. Et ces fabricants, ces distributeurs d'appareils électriques se sont vus assujettir à des obligations environnementales. Ils se sont déchargés de leurs obligations environnementales sur les éco-organismes, puisqu'on est 3. 4, même si on cite aussi Recilum, qui est dédié aux ampoules basse consommation. Alors vous disputez le morceau là, à 4? Non, parce qu'on est sans but lucratif. On est tous les 4 agréés par les pouvoirs publics. Et on travaille de façon coordonnée sous l'égide d'un organisme qui lui aussi est agréé par les pouvoirs publics et qui fait que la filière aujourd'hui est relativement harmonieuse à travers le territoire national. Alors vous organisez également des opérations de communication, c'est évident, il faut là aussi communiquer sur ces déchets particuliers, notamment la tournée Déglinguer. Alors Déglinguer, expliquez ce que c'est cette tournée qui a eu lieu du 1er au 8 en Isère. Alors, les déglingués, effectivement, il y a un petit jeu de mots sur les 3 E. C'est une opération nationale qui est donc générée par l'ensemble de la filière. Et donc, aujourd'hui, elle monte en puissance, puisqu'il y a 4 ans, on avait 10 collectivités partenaires sur cette opération. Et aujourd'hui, en 2013, on en a 138
dont Grenoble, dont Annecy, dans notre périmètre proche, qui sont devenues candidates à cette opération. Le but n'est effectivement pas forcément de collecter des tonnages dans ces opérations, mais de sensibiliser effectivement les consommateurs, les éco-citoyens que nous sommes, à ne pas jeter ces appareils n'importe comment et surtout leur montrer où pouvoir les déposer. Et là, Supertree, vous avez un message particulier pour ces équipements électroniques et électriques. Il y a un message fort particulier pour bien faire prendre conscience dans votre langage? Non, le truc, c'est qu'il faut tout doit être bien trié comme il faut. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. On a le verre d'un côté, on a les emballages qui se recyclent, on a tout le reste, et puis il y a tout ce qui est électronique. Et ça, faut pas le mettre n'importe où. Et on sait très bien qu'il y a les magasins qui les reprennent et qu'il y a des endroits. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde va dans les supermarchés et sait qu'on peut mettre les piles et les ampoules et autres trucs à l'entrée. C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. À vous entendre, c'est jamais compliqué. Mais non, mais c'est vrai, message c'est simple, pas compliqué. Les gens, ils se cachent derrière le fait que mais le tri, c'est compliqué. Mais non, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'écouter une fois et on a compris. Voilà, même les enfants comprennent. Alors, Monsieur Vallée, justement, poursuivons un petit peu. Il y a l'histoire de l'éco-participation dans le prix, finalement, qu'on paye à ces distributeurs, à ces vendeurs de frigos et autres. Comment fonctionne cette participation? Finalement, c'est le consommateur qui paye tout, alors du coup, le recyclage derrière aussi. C'est effectivement l'éco-participation est entièrement dédiée à la collecte et au recyclage de l'appareil, entièrement, puisque les éco-organismes sont sans but lucratif. Donc le coût que l'on paye, qui va de 1 ou 2 centimes pour les appareils électriques les plus modestes jusqu'à 13-14 € sur des appareils contenant des gaz réfrigérants, sont entièrement dédiés à leur recyclage, valorisation et dépollution. Ça devient un business, le recyclage? C'en étant dans le sens où effectivement il y a une dimension économique, il ne faut pas se voiler la face, mais il y a aussi un effet vertueux, c'est-à-dire qu'on fait revenir aujourd'hui 2 chiffres peut-être à retenir. Aujourd'hui en moyenne, alors il y a différents flux d'appareils, différentes catégories d'appareils, mais on a 79% d'un appareil électrique aujourd'hui qui est en moyenne recyclé. C'est-à-dire qu'on fait une nouvelle matière qui peut être réutilisée. Et on peut aller même plus loin, il y en a même 83% qui sont valorisés au sens large, c'est-à-dire qu'il y a certains composants qu'on peut éventuellement brûler pour avoir de la valorisation énergétique. Donc on est parti de très loin pour aujourd'hui être dans les standards européens et on les dépasse même aujourd'hui. D'accord. Vous collaborez forcément, on l'a vu, avec la métro. Il y a d'autres actions prévues prochainement entre vous, d'autres sensibilisations à ces déchets, des opérations? Une des actions qui va être menée, qui est un peu les enjeux de ces prochaines années, c'est la réduction des déchets à la source. Et c'est vrai qu'on va s'inscrire dans le cadre de la campagne de la réduction des déchets au mois de novembre, où il y aura certaines actions de collecte des déchets, mais aussi de parler du réemploi. C'est-à-dire que ces déchets électriques et électroniques, ils sont recyclés, parfois ils fonctionnent encore, et ils ont besoin d'être redistribués via des associations. Et ça, c'est un des enjeux des années à venir. Voilà pour la première partie de cette Voix est libre. Vous restez avec nous, bien sûr, tous, et on se retrouve dans quelques... Voilà pour ce midi. On se retrouve ce soir à 19 h. Bel après-midi à vous. La Voix est libre, deuxième volet, le tri, le recyclage, comment aller encore plus loin dans nos comportements. Avec mes invités, je vous les présente rapidement. Nicolas Perrin, responsable du tri à la métro de Grenoble. Philippe Guachel, serial trieur, animateur d'un site, respectplanète.com. Un monsieur qui va dans l'action. Et puis Olivier Mallet, écosystème Haute-Savoie. Vous êtes chargé de la collecte et du recyclage des déchets électriques et électroniques. Et enfin, Supertree, comédien, super-héros du tri dans l'agglomération de Grenoble. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission quand vous voulez, en ce moment même, sur Twitter, #LVEL, la voix est libre. Vous voyez, tout est inscrit sur l'écran. Alors, comment aller plus loin? Déjà, peut-être... C'est une question que je vous pose, répond qui le sent en tout premier. Est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion sur la couleur de toutes les poubelles? La poubelle grise, la poubelle verte, la poubelle bleue, demain la poubelle orange pour les lampes, etc. etc. Est-ce que ce n'est pas un peu confus parfois et ça complique votre communication? Qui veut répondre? Moi, je réponds. Ouais, bien sûr, c'est trop compliqué. Le problème en France, c'est qu'on ne trie pas de la même manière selon les endroits. À Grenoble, on ne trie pas exactement de la même manière que dans le Vercors. C'est pourtant juste à côté. Et du coup, les gens qui bossent dans le Vercors, ils trient chez eux d'une manière et d'une autre quand ils viennent bosser à Grenoble. Le truc, c'est qu'on n'arrive pas encore à tous se mettre sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qu'il va falloir améliorer. Hein, tout le monde, les politiques et tout, faites quelque chose. Alors les politiques et tout, quelle est la solution? Est-ce que vous en voyez une, Monsieur Perrin, par exemple? Sur l'harmonisation des codes couleurs, il faudrait parler du Grenelle. Et c'est vrai que le Grenelle, dans le cadre du Grenelle, il y a une précision d'harmoniser les codes couleurs des poubelles et aussi l'harmonisation même sur les emballages pour savoir
lequel est recyclable ou pas. Donc c'est des actions qui commencent à être initiées et qui prendront un petit peu de temps, le temps que l'ensemble des codes couleurs soient harmonisés au niveau national. Philippe, trop de poubelles tue l'action, ou est-ce qu'au contraire c'est simplement une histoire de travail personnel, de pédagogie? Non, de toute façon, il y a trop de déchets, il y a trop de gaspillage de ressources, notamment le pétrole qui est une ressource qui va nous manquer bientôt, qui est indispensable pour certaines industries, notamment les industries de pointe, et qu'on gaspille à la fois pour se déplacer, à la fois pour faire des emballages. On trouve énormément d'emballages qui empoisonnent les sites, qui empoisonnent la faune, qu'on retrouve dans les océans, qui modifient la chaîne alimentaire, qui modifient l'ADN des poissons. Je crois qu'on va le payer très cher. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on revoie complètement notre manière de consommer, et si possible, consommer moins de toute façon, parce que, comme M. Mallet le disait tout à l'heure, nous vivons sur une planète finie où la croissance infinie est impossible. Voilà comme il faut voir les choses. Moi, on fait de la sensibilisation auprès des enfants, mais il faut aussi commencer à interpeller les politiques, parce que ce sont eux qui ont le moyen d'intervenir immédiatement. Pour l'instant, mis à part suivre le mouvement et donner un os à ronger à une ONG environnementale, tout ce qui est fait aujourd'hui va dans le sens de la destruction. Donc que peut-on faire pour qu'un politique ait les couilles un jour de dire « maintenant c'est fini, on bouge ». Que peut-on faire? Bonne question. Monsieur Mallet, vous par exemple, avec l'écosystème et la récolte de ces déchets électroniques, il y a une seule poubelle, là, justement. On dit pas de poubelle. C'est de ne pas mettre à la poubelle. Donc il n'y a pas de poubelle. En tout cas, pas dans la poubelle, ordures ménagères. Ouais. Puisque pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, juste petit aparté, aujourd'hui, 80% du petit électroménager part encore dans les ordures ménagères. Ça veut dire dans l'enfouissement ou l'incinération. Alors que ces appareils pourraient être réemployés dans le meilleur des cas, c'est-à-dire refaire le bonheur d'un ménage, ou tout simplement être recyclé et refaire de la matière. Donc effectivement, il y a encore beaucoup d'efforts de communication à faire. La filière des déchets électriques est relativement jeune, mais on bénéficie aussi de l'expérience des filières de l'emballage, du verre, qui tout doucement donne, c'est un travail de longue haleine, mais donne le réflexe du tri aux concitoyens. Quand vous disiez c'est compliqué, oui c'est compliqué, mais on est une société qui consomme énormément, et aujourd'hui, économiquement, il est beaucoup plus rationnel de faire le tri à la base chez le consommateur que d'essayer de trier sur un centre de tri qui sera beaucoup plus coûteux, et on ne ressortira pas les fractions avec une qualité de tri qui permettra un recyclage valorisé. Alors les consommateurs qui justement, eux, se mettent petit à petit à une nouvelle tendance qui s'appelle le compostage. À Saint-Martin-d'Air, dans l'agglomération de Grenoble, des résidents d'immeubles se sont mis au compostage. C'est possible, vous allez voir, même quand on n'a pas de jardin, parce que c'est souvent ce qu'on pense, un jardin, un compostage, pas de jardin, pas de compostage. C'est faux. Un véritable réseau a été mis en place avec l'aide de l'ADME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elsa Cadier et Jérôme Ducrot ont rencontré Émilie, qui est à l'initiative du compost dans sa copropriété. C'est tout frais, vous allez voir sur les images, dans la mesure où ça date de cet hiver. Il faisait froid. Là, c'est le bac de dépôt dans lequel les différents résidents de la copropriété viennent déposer leurs épluchures de légumes, de fruits, les coquilles d'œufs aussi, les sachets de thé, le marc de café. Donc voilà, tout ce qui est compostable finalement, ils viennent le déposer dans ce bac-là. Depuis 3 ans, Émilie et une trentaine d'habitants de son immeuble fabriquent du compost. Pourtant, au départ, l'affaire n'était pas gagnée. Tous les voisins n'étaient pas pour. Bonjour Madame Biou. Au départ, j'étais contre. Ouais. Je dis que carrément. Hein. Pourquoi? Mais maintenant, les odeurs. J'ai suivi une formation de référent composteur, à la suite de laquelle il y a toute une démarche qui a eu lieu au niveau de la copropriété pour faire valider le projet. Et ensuite, la métro propose des composteurs à tarif préférentiel pour les mettre en place au niveau des collectivités. La métro d'ailleurs, qui fait figure de modèle, puisque près de 5000 tonnes de compost sortent chaque année de ce centre de compostage, et ce depuis 1994. L'engrais naturel est ensuite distribué gratuitement aux agriculteurs. Alors inciter les particuliers et les collectivités à composter, rien de plus facile. Aujourd'hui, on est à 42 sites en pied d'immeuble, donc on a 640 familles qui compostent leurs déchets in situ. Et le but étant de déplacer au minimum les déchets, de les traiter sur place, du lieu de production. On essaye de les traiter au plus proche du lieu de production. Quand on habite en appartement, quel est l'intérêt d'avoir un compost ?
Alors c'est surtout, je pense que les gens veulent au départ essayer de gérer leurs déchets autrement et de se dire que nous, habitants, on peut essayer aussi de faire évoluer les choses de notre côté. Donc souvent après, il y a un exutoire auprès des familles, dans le jardin de la copropriété, les voisins, voilà, il y a quand même souvent un exutoire pour pouvoir donner son compost ou l'utiliser in situ. À ce jour, Émilie et ses voisins ont transformé presque 1 tonne de déchets verts. Un geste de tri citoyen, un petit geste pour la planète aussi. Voilà, le compostage, un geste citoyen à la maison. Philippe Gouachel, ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez, prendre les choses en main. C'est un début de solution d'être soi-même composteur. Bien sûr, c'est une solution générale qui existe, qu'on connaît depuis longtemps. Mais ce qui me choque, c'est la différence qui existe. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. On permet aux populations de s'investir à un petit niveau au niveau des déchets, au niveau de l'environnement. Et en même temps, on se rend compte que l'État français et l'Europe viennent d'imposer à Cocopelli 2 amendes majeures. Cocopelli est une association qui promeut le vivant à travers l'échange de semences. D'accord ? Ils viennent de prendre 2 amendes. Des semences anciennes. Pas forcément anciennes, mais ils viennent de prendre 2 amendes de l'Europe et de la France, sous prétexte que les entreprises multinationales de l'agroalimentaire ont réussi à imposer le fait que maintenant, planter un légume dans votre jardin peut devenir un acte criminel. C'est n'importe quoi. D'accord. Donc voilà, il y a un déséquilibre entre ce qu'on prétend faire dans le bon sens et ce qui se passe à haut niveau en face. Voilà ce qui est choquant. Ça paraît être un mur quasi infranchissable, comme vous en parlez. Ça implique tellement une dimension tellement internationale. Évidemment, mais on est allé vraiment très loin. Mais comment peut-on s'en sortir? Simplement en unissant les volontés et les compétences. Mais je pense qu'il va falloir quand même qu'on s'apprêter à souffrir. Voilà comment je le vois. Le composteur près de chez soi, Nicolas Perrin, c'est une solution rapide à terme qui va résoudre quel réel problème? Ce qu'il faut connaître, c'est qu'en gros, la fraction fermentescible des déchets, c'est-à-dire les déchets alimentaires, c'est 30% de la poubelle. Donc c'est vrai que le compostage de proximité, malgré tout, ça peut répondre à une baisse relativement importante des déchets fermentescibles. Comme l'évoquait Didier Boulou, le responsable des animateurs, qui a accompagné plus de 45 sites de compostage collectif. Globalement, on a accompagné plus de 650 familles, mais aussi des écoles qui se sont mis au compostage. C'est 2500 élèves qui ont participé au compostage et qui ensuite peuvent aussi drainer ça chez eux. Et Supertri, vous, le compostage, c'est aussi... vous avez des messages forts à l'attention de la population pour cette vocation, pour ce travail tout bête? Mais tous les messages sont forts. Tout ce qu'on peut trier, tout ce qui est facile à trier, il faut le faire. Alors je ne dis pas que c'est facile tout le temps. Je disais tout à l'heure que tout semble facile. Non, je conçois et tout le monde conçoit que quand tu habites dans un F2 de 3 mètres carrés, qu'on te demande d'avoir une poubelle pour le verre, une poubelle pour le recyclage, une poubelle pour le... Tu habites au 6e étage, que pour 3 épluchures de pommes, il faut descendre en bas pour le compost. Je ne dis pas que c'est facile. Mais à partir du moment où on essaye, on met le doigt dans l'engrenage, eh ben, on peut y arriver. C'est tout. On souhaite que vous soyez entendu. Hein, c'est pour ça que toujours je suis là. Les messages. Alors, il y a une technique aussi relativement nouvelle ou très ancienne qui existe, c'est le lombricompostage. C'est-à-dire ce sont des verres qui veut expliquer, vous connaissez ? Qui veut expliquer le fonctionnement, le lombricompostage. C'est pas compliqué, c'est une petite boîte. Justement, quand tu n'as pas de place dans ta cuisine et que tu as des enfants et que tu veux rigoler en même temps, parce que c'est par là que ça passe aussi, eh ben, tu as une petite boîte avec des lombrics qui sont au-dessus, tu mets tes épluchures et les lombrics, ils grignotent, et ça fait du compost à petite échelle, justement dans ta cuisine, quand tu as une petite cuisine. Voilà, le lombric étant un petit verre, que tout le monde ait bien compris. Vous imaginez d'autres solutions pour le futur qui pourraient tout simplement améliorer notre rapport à cette pollution qu'on génère au quotidien ? Je pense que la notion de réutilisation et de réemploi est importante. C'est-à-dire, on prenait l'exemple des D3E, tout le monde a chez lui 3 ou 4 téléphones portables dans un tiroir parce qu'ils ont voulu changer. C'est vrai que ça génère des déchets et je pense que la proposition de les apporter dans des associations pour les redistribuer à d'autres ménages, c'est une piste. Et il y a bien d'autres déchets, des déchets d'ameublement, etc., qui peuvent rentrer dans cette démarche-là. Parce que le tri, ça ne passe pas, comme tu dis, ça ne passe pas que par mettre des choses à la poubelle. C'est aussi s'en resservir autrement. Un mot de chacun sur l'avenir, cet avenir proche ou l'avenir plus loin. On a une chance d'y arriver, de s'en sortir ?
Monsieur Mallet, étant oui. optimiste de nature, je me dis oui, parce qu'aujourd'hui, à l'échelle des déchets électriques, aujourd'hui on est au milieu du gué. Ça avance. On a collecté 7 kilos par habitant en 2012, sachant qu'on avait un gisement captable d'environ 15-16 kilos, donc on est quasiment à 50%. Il nous reste encore des progrès à faire, mais je crois qu'une des pistes, quelles que soient les filières envisagées, c'est de faciliter le geste de tri du citoyen, puisque beaucoup d'obstacles se dressent sur sa route. Et effectivement, dans les milieux notamment urbains où la collecte est difficile, il y a des idées, des projets qui sont en cours et nous espérons améliorer le geste de tri du citoyen, au-delà du D3E d'ailleurs. Philippe Goetschel, vous êtes optimiste encore un peu. Soyons-le, on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix, on ne peut qu'être optimiste. Mon idée, c'est lutter contre l'obsolescence programmée des produits de consommation. C'est-à-dire que comment se fait-il que des marques puissent délibérément programmer la panne d'un instrument au bout d'1 an, 2 ans, 5 ans? Ça, c'est totalement inadmissible. Et donc, je crois que ça va passer par là. Mais ça va passer par des décisions fortes qui peuvent mettre en danger la prospérité des marchés. Donc, il faut un petit peu de courage pour y parvenir. Mais de toute façon, je crois qu'un élu, ou plusieurs élus, ou un État qui se lancerait dans une politique comme celle-ci serait suivi par sa population. Monsieur Perrin. Mais t'es un vrai super-héros, toi. Hein. Un vrai super-héros. Monsieur Perrin, vous aussi optimiste quand même? Oui, bien Rapidement. sûr. Je suis optimiste parce que globalement, on voit que les mentalités évoluent. Que les performances de tri elles-mêmes évoluent. Et puis, on a tous un engagement aussi moral pour les générations futures. Et donc, pour ça, je suis très optimiste. Et le mot de la fin pour Supertri? Mais ouais, mais bien sûr, il faut être optimiste. Et je te propose un truc, mon nouveau copain. Si tu mets un costume moulant et une cape jaune, eh ben on t'écoute mieux que quand tu as un costume cravate. Le costume moulant, je connais, j'en ai déjà eu. Ok, bah c'est parfait. Voilà, on a 2 super-héros maintenant sur ce plateau. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur nos déchets et leur avenir. Et à très bientôt pour une prochaine Voix est libre. Bonne journée à tous.